Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Alors Christophe, dans cette vidéo, on va faire plaisir à tous les gens qui disent que l'immobilier, c'est pas possible, c'est la catastrophe. Parce qu'on a calculé que tu avais plus de 15 000 euros d'impayés. C'est la catastrophe. Tu nous racontes ? Oui, alors je nuancerai ça bien sûr après, je te vois sourire. Effectivement, 15 000 euros d'impayés, c'est le montant d'impayés approximatif que j'ai eu depuis que j'ai commencé l'immobilier. Donc ça paraît un montant énorme comme on le dit comme ça, mais ramené au loyer, ça représente 0,2%. Donc je tiens à rassurer tout de suite et tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo en se disant « Ah ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui partage des impayés ». Non, ça va pas être le cas. Quand vous faites de l'immobilier, vous aurez forcément des impayés. Vous aurez forcément des gens qui, à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, pas forcément des gens malhonnêtes d'ailleurs, ça peut être des gens qui sont en face d'une situation de vie un petit peu plus compliquée, qui seront en difficulté de vous payer votre loyer. Moi aussi, quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais ces mêmes peurs. Je l'avais entendu autour, les locataires cassent tout, les locataires ne payent pas. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous rassurer sur ce point-là. Vous dire que vous aurez des impayés, c'est pour ça qu'il faut gérer les choses correctement et on va en parler un petit peu, vous en aurez, mais si vous faites les choses proprement, vous en aurez peu et c'est quelque chose qui ne doit pas servir d'excuse pour ne pas avancer. Alors justement, on peut parler un petit peu de comment limiter ces impayés. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de choisir ses locataires comme il faut quand ils rentrent. Et pour choisir ses locataires comme il faut quand ils rentrent, il faut avoir un bien qui soit attractif. C'est sûr que si vous louez une poubelle, vous aurez plus de mal à rentrer un locataire de qualité. Mais si vous louez des biens qui sont dans la bonne moitié du marché ou dans le top 10% du marché, vous allez avoir le choix de vos locataires et vous allez vous tromper très rarement. Encore une fois, ça arrivera. Vous verrez que souvent, dans les locataires un peu plus évolués, il y en a quand même certains qui s'amusent à jouer avec ça. Moi, j'ai eu des impayés avec des médecins, des avocats et des profs. Malheureusement, c'est assez connu dans le milieu immobilier que ce sont des catégories socio-professionnelles qui peuvent être à problème. Donc, je dis pas que tout le monde est comme ça, absolument pas. Mais ce sont des gens qui sont un peu plus exigeants, revendicatifs, voilà. Je t'interromps, mais c'est connu dans le milieu des investisseurs immobiliers de ne jamais louer à des avocats. Parce qu'en fait, ils savent comment ça fonctionne. Pour eux, aller au conflit, ça leur coûte rien. Et puis, effectivement, ils peuvent alors, ça reste une minorité, mais proportionnellement, c'est plus élevé que d'autres professions. Donc, faut éviter ça. Voilà, faut faire attention là-dessus. C'est un peu ridicule, mais effectivement, c'est une vérité. En dehors de ça, le locataire classique, si vous lui louez un logement de qualité, il n'y a aucune raison qu'il ne paye pas. Faites en sorte aussi de répondre à toutes ces demandes le plus rapidement possible. Soyez exigeant sur le paiement de son loyer. Vous, votre job en tant que propriétaire, c'est de faire en sorte de répondre à ces demandes quand il y en a. Son job à lui, c'est de payer en temps et en heure. Donc ne laissez pas les impayés se décaler dans le temps. Soyez quand même flexible. Ça veut dire que si vous avez, et ça arrive, un locataire qui a un problème de vie particulier, moi je sais qu'au moment du Covid par exemple, on a eu des demandes de certains locataires qui ont toujours payé en temps et en heure sans aucun problème et qui ont eu des décalages de trésorerie parce qu'ils ont été mis au chômage partiel, etc. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient étaler sur 2 mois parce qu'ils avaient un mois où ils n'avaient pas de revenus et payer progressivement après. Bien sûr, il faut le faire. Il ne faut pas être bête. Bien sûr, on peut comprendre que quelqu'un a un accident de vie à un moment donné et il faut même, en tant que propriétaire, contribuer à l'aider. Mais gardez en tête, la moyenne en France, c'est 3%. Ça reste une moyenne. Ça veut dire que dans cette moyenne, il y a beaucoup de gens qui ne font pas les choses comme il faut. Si vous faites les choses comme il faut, vous allez arriver probablement à moins de 1%. Pour les personnes plus débutantes, et quand on commence l'immobilier, je pense que de toute façon, pour se protéger contre ces impayés, il faut aussi prendre une garantie loyer impayé qui va coûter
entre 1,5 et 2,2% du loyer. Donc c'est quand même un investissement qui n'est pas négligeable, mais c'est une protection forte, puisque si vous n'avez que 1 ou 2 logements, le poids du crédit peut vite vous mettre en danger sur votre situation personnelle, et donc c'est très important que le loyer rentre. Donc je vous encouragerai jusqu'à avoir quelques lots et à vous faire votre propre assurance, à avoir une garantie loyer impayé. Je précise, quand tu dis avoir votre propre assurance, j'explique, je comprends ce que tu veux dire, mais je le détaille. C'est en fait quand on a, par exemple, 10 biens, effectivement, on divise son risque par 10, puisque si un locataire ne paye pas, ça représente que 10% du revenu. Si on a 100 biens, c'est que 1%. Et donc, effectivement, arriver à un certain nombre de lots, ça vaut plus forcément le coup de payer une assurance, puisqu'en fait, on est assuré soi-même, en quelque sorte, parce qu'un défaut de paiement sera tellement faible par rapport au revenu total que ça coûte moins cher d'assumer ça que de payer une assurance. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut avoir une garantie loyer impayé. Tant que le non-paiement potentiel d'un loyer pourrait nous mettre à risque. Donc quand on a un logement, par exemple, je vais prendre un exemple, j'ai un logement qui est loué 500 €, sur lequel j'ai 400 € de mensualité de crédit, je gagne 1500 € par mois. J'ai mon logement dans lequel je vis, qui est en location, qui me coûte peut-être 600 € par mois. Vous voyez que ma trésorerie est quand même relativement compliquée et relativement tendue. Si mon locataire arrête de payer, je dois payer les 400 € de ma poche et je serai dans l'incapacité de le faire. Donc dans ce cas-là, il faut absolument avoir une garantie loyer impayé. Maintenant, si j'ai 10 biens qui sont loués 500 €, j'ai 5000 € qui rentrent par mois, peut-être 3500, 4000 € de crédit. Si j'ai un bien qui n'est pas payé ou pas loué ou un problème de paiement sur ce bien-là, j'ai 500 € qui ne rentrent pas, mais ça ne me met pas en difficulté pour rembourser mon crédit. Donc c'est un peu, je veux pas fixer de montant à partir duquel il faut pas avoir c'est plus nécessaire d'avoir une garantie loyer impayé, mais vous pouvez faire ce calcul-là. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, et j'ai envie de réagir dessus. Tu parlais des gens qui demandaient des facilités de paiement suite au confinement. Comment savoir, en fait, je vais donner ma réponse, peut-être on aura une différente, comment savoir à quel moment il faut être dur et à quel moment il faut être arrangeant? Et moi, j'ai accumulé de l'expérience là-dedans pour essayer de trouver la voie, et finalement, la conclusion que j'ai tirée, c'est la notion de normalité. Alors, je m'explique. Je suis très attaché maintenant, aussi bien quand un locataire se présente et commence à visiter, à être candidat en fait, et aussi après, pendant qu'il est locataire, à la normalité de la situation. De mon expérience, à chaque fois que quelque chose d'anormal arrive, ça veut dire que ça ne va pas aller. Exemple typique, le locataire qui se présente et qui essaie de négocier le loyer en disant voilà, vous louez 500 €, mais moi je préférais 450. C'est pas normal. On peut négocier des choses dans certains cadres, mais en aucun cas on négocie un loyer. C'est-à-dire que moi personnellement, si je dois louer quelque chose et je vois quelque chose qui n'est pas dans mon budget, eh ben, je vais chercher quelque chose dans mon budget. Donc cette négociation, elle est anormale et pour moi, ça finit tout. C'est-à-dire que si une personne fait ça, même si elle négocie de 5 €, c'est terminé parce que c'est pas un comportement normal. Je prends un autre exemple. Quelqu'un qui est dans le logement et qui, pour une raison ou pour une autre, perd son travail. Je considère que ça n'est pas normal qu'il vienne m'en parler en tant que propriétaire. Moi, si je perdais mon travail, eh bien, je sais que je pourrais activer différentes choses et que le loyer, ce serait la dernière chose. Je m'explique. Si je perds mon travail, j'ai du chômage et ce sera probablement moins élevé que ce que j'avais avant. Je vais commencer par réduire d'autres dépenses. Je vais évidemment réduire mes dépenses de loisirs, je vais peut-être faire des économies sur mes dépenses alimentaires, je vais peut-être demander à mes proches de m'aider. Si vraiment je ne retrouve pas un travail, je vais peut-être vendre ma voiture et acheter une voiture qui coûte moins cher ou ne plus avoir de voiture et me déplacer en transport en commun. Et au final, si je vois que je ne peux pas payer mon loyer, eh bien je vais aller chercher un logement qui sera moins cher et plus accessible pour moi. Ça, je pense que c'est la réflexion de toute personne normale. La normalité, c'est d'aller voir son propriétaire et de dire « Ah ben voilà, j'ai perdu mon travail et donc c'est à vous, en quelque sorte, d'assumer la perte financière du fait que moi j'ai perdu un travail. » Je trouve que c'est profondément anormal et donc on ne donne pas suite. Et c'est pour ça que je trouvais ton exemple du confinement très bon, parce que là, typiquement, on a quelque chose qu'on peut tous comprendre. Il y a eu un mois où certaines personnes n'étaient pas payées, mais évidemment, derrière, le travail revenait et donc
là, on va dire, ça peut être normal de faire ça et donc on peut donner une réponse favorable. Mais vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette notion de normalité, avec l'expérience, j'ai trouvé que c'était la meilleure pour choisir d'être ferme ou au contraire d'être plutôt sympa. Ouais, je suis complètement d'accord. Ce qui peut aussi être intéressant pour pousser la réflexion plus loin, c'est de se dire, dans une situation normale où on accorde une facilité de paiement à quelqu'un, c'est à lui de nous fixer, de nous faire une proposition, et c'est à lui de s'y tenir. Et s'il s'y tient, très bien. S'il ne s'y tient pas, il n'y a pas de deuxième chance, on ne va pas plus loin. Donc par exemple, si la personne a dit « je vais vous payer la moitié du loyer sur 2 mois parce que j'ai une situation difficile pour le Covid », si on est obligé de le relancer le mois suivant pour récupérer ça, pour moi c'est un très mauvais signe et il faut discuter avec lui et lui demander de partir le plus rapidement possible. Je voudrais revenir sur un point, tu parlais des visites, ça m'a fait penser à quelque chose et c'est quelque chose qui arrive quand même assez régulièrement. Pour moi, il y a un feu rouge très clair sur des locataires quand ils viennent visiter un bien et qui vous disent « vous inquiétez pas, je paye mon loyer correctement ». Quelqu'un qui paye son loyer correctement, il ne pense même pas à dire ça. Donc la personne qui dit « vous inquiétez pas, je vais payer mon loyer correctement », c'est que pour lui, c'est pas normal de payer son loyer correctement. Et donc pour moi, c'est clairement un feu rouge. Et la personne qui dit ça, on arrête la visite, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et j'ai entendu beaucoup de personnes qui avaient eu des mauvaises expériences avec ça. Donc je pense qu'on a raison de faire les choses de cette façon-là. Vous ne penseriez jamais à vous justifier de quelque chose que vous ne faites pas et qui est automatique pour vous. Une anecdote que je trouve incroyable, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais c'est un ami investisseur qui l'a vécu. Des locataires viennent visiter son bien immobilier et puis finalement ils disent voilà, c'est pas exactement ce qu'on cherchait, on va pas le prendre. Et là ils lui demandent d'être remboursés des frais d'essence qu'ils ont dépensés pour venir voir le bien. On dit oui, on s'est quand même déplacé. Voilà. Quand on parle de choses anormales, là c'est quand même... je pense qu'il y a un délai de 2-3 minutes, on ne comprend pas la demande, on se demande si c'est une blague. Et voilà, tout peut arriver. Et c'est vrai que dès que ça sort du cadre normal, c'est mort. Ou pareil, une personne qui vient visiter, on a rendez-vous par exemple à 15h, et la personne arrive à 15h20 sans avoir envoyé un message. Ça peut arriver d'être en retard, mais à ce moment-là, on prévient, etc. Et voilà, ce genre de signaux, il faut absolument être intraitable avec ça. C'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure du temps avec Guillaume, pas forcément sur l'immobilier, mais les personnes avec lesquelles vous avez une alerte au début, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau personnel, amical, professionnel, faites attention, la première impression est souvent la bonne. Et si la personne au début n'est pas capable de se comporter correctement, ou si vous avez une alerte, vous savez qu'elle va se renouveler dans le temps de façon systématique. Donc c'est quelque chose que vous pouvez apprendre pour beaucoup de choses. Moi, ce que je dis, c'est que quoi qu'il arrive, les gens ne s'améliorent pas. Et c'est vrai que si on voit quelque chose qui ne va pas, et que pour une raison ou pour une autre, on a envie d'avancer avec cette personne, ou on a envie de louer à cette personne, parce que peut-être on a du mal à trouver un locataire, peut-être que c'est pas la bonne période et que ça tombe bien d'avoir quelqu'un, eh bien on se ment à nous-mêmes et on a tendance à ignorer les signaux pour se concentrer sur ce qu'on a envie de croire. Et c'est vrai que la règle de se dire que la première impression qu'une personne nous donne, souvent, ce sera la meilleure qu'on n'aura jamais. Parce qu'on ne se connaît pas encore, et donc la personne, un locataire qui visite, en principe, il sera jamais, s'il est normal, il sera jamais aussi bien qu'au moment de la visite, puisque c'est le moment où il doit convaincre. Et donc s'il y a déjà une alerte à ce moment-là, c'est pas quand il sera dans le bien, avec les cartes en main, etc., que ça va s'améliorer. Au contraire, ça va ne faire que se dégrader. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, je me dis, voilà, à partir de maintenant, ça ne va faire que se dégrader. Évidemment, une fois sur 100, c'est l'inverse, mais ça permet d'éviter énormément de déconvenues, et c'est valable, comme tu l'as dit, pas seulement en immobilier, mais on l'a appris à la dure ces dernières années. Oui, partout, et j'aime bien l'exemple que tu utilises souvent de la rencontre amoureuse. Vous allez à un premier rendez-vous avec quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe. Cette personne ne sera jamais aussi bien préparée et ne se montrera jamais dans un meilleur jour qu'à ce moment-là, puisque c'est le moment où on essaye de se séduire. Et donc gardez bien ça en tête, que ce soit dans vos relations professionnelles, personnelles, dans l'immobilier, partout. Si on avait pris conscience de ça avant, ça nous aurait évité certaines mésaventures qu'on a eues ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.